Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un immense merci à vous. Vous êtes désormais plus de 100 000 à nous suivre sur YouTube. Merci beaucoup pour votre fidélité d'être de plus en plus nombreux à faire une pause avec nous chaque semaine. Ça me touche énormément. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est une seconde pour vous, mais un vrai coup de pouce pour nous. Et bien sûr, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le liker, le commenter et à le partager autour de vous. Merci encore et très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Mon invité d'aujourd'hui incarne cette énergie rare qui fait sauter les barrières et réinvente les règles. Un rêveur lucide, un trublion du goût, un entrepreneur au grand cœur. Avec lui, rien n'est jamais figé ni écrit à l'avance, mais toujours porté par une foi profonde en l'humain, en l'élan, en l'action. De ses idées de business plan sur des post-it aux coulisses de ses aventures entrepreneuriales, il nous invite à découvrir sa recette du succès. Un parcours marqué par les virages à 180 degrés, les remises en question, les sacrifices, mais surtout une quête inlassable d'impact et de sens. Aujourd'hui, il revient avec nous sur les coulisses d'une aventure qui a bousculé les codes, sur les leçons tirées des échecs, sur le rôle essentiel de la famille et sur les prémices de son nouveau projet européen, Embrasse. Bonjour Augustin Palluel-Marmont. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Bien, une vie chargée. Et je me permets, dans ta présentation, tu parles de réussite. C'est pas un mot que j'affectionne particulièrement. C'est le jésuite qui est en toi qui parle là ? Peut-être, je sais pas. C'est comme mon père n'aimait jamais quand on disait « je suis fier de mes enfants ». C'était plutôt « je suis heureux pour vous ». Voilà, je suis pas très à l'aise avec la notion de réussite qui est toute relative, ou je dirais plutôt, comme tu le dis dans ton livre, que je vois à ma droite, c'est plutôt la quête d'une vie alignée. Ouais. Toi, aujourd'hui, c'est justement, comment tu la définirais ? Si tu définis pas la réussite aujourd'hui, ce serait quoi pour toi une vie réussie ? C'est cette question qui m'anime, moi, quasiment tous les jours, qui est qu'as-tu fait de tes talents ? Et je crois que la réussite, parce qu'évidemment, les critères sont très nombreux, c'est plutôt d'avoir été capable d'identifier ses talents, de les exprimer dans le bon terreau, et pour des convictions qui nous animent. Donc voilà, c'est plutôt la capacité à avoir exprimé ses talents dans un bon terreau et au service de convictions, de valeurs qui nous animent chacun. Alors là-dessus, Augustin, c'est intéressant parce que souvent, toi, on t'a mis, quand tu étais plus jeune, dans une case qu'on appelait hors case. En fait, tu sortais du cadre, en fait, la plupart du temps. Comment, justement, toi, tu me parles de cette parabole des talents, c'est ce que tu dis là, en gros, c'est cette vision de quel est ton talent et comment ce talent va être mis au service, tout simplement, en s'arrêtant là. Comment, toi, tu l'as défini ? C'est assez difficile à 12, 15 ans, 20 ans. À quel moment tu t'es dit, j'ai un talent, d'ailleurs, j'aimerais bien se connaître. Moi, le mien, quand j'ai compris cette parabole des talents, je me suis dit, je suis un très bon entrepreneur. C'est pas forcément ça que je préfère faire, parce que qu'est-ce que c'est dur, mais je suis bon à le faire. Donc, comment j'utilise mon talent d'entrepreneur pour être au service ? Toi, c'était quand et c'était quoi ton talent ? Moi, j'ai construit un parcours assez jeune, je vais appeler ça un parcours de singularité. Parce que pour pouvoir faire entendre sa voix, il faut évidemment être un peu différent des petits copains et des petites copines. Donc plutôt d'essayer de normaliser ou moyenniser ses qualités et ses défauts, ça a plutôt été de jouer mes qualités et de les exprimer encore davantage et un peu moins mes défauts. C'est quoi ta qualité ? Toi, comment tu reconnais quand tu avais 15 ans ? Ma qualité, c'était une capacité d'enthousiasme et d'être capable d'embarquer des femmes et des hommes autour de cet enthousiasme de projet, de conviction. Donc c'est plutôt, je dis toujours, c'est d'une intuition naît une idée, puis un projet que tu argumentes et dans lequel tu es capable d'embarquer des femmes et des hommes autour. Donc c'est avant tout, je pense, cette capacité à voir des choses que les autres ne voient pas et la capacité à mobiliser des talents autour de moi. Mais Augustin, ça c'est... Et tu le vois très jeune, hein. Voilà, c'est ça ma question. C'est à quel âge tu vois ça ? T'étais délégué de classe, t'étais chef de bande, comment t'étais ? J'étais souvent délégué de classe, j'étais délégué de promo et je me souviens très bien du premier vrai petit projet qu'on a monté, mais c'était à une époque où c'était quand même déjà beaucoup plus rare, c'était en classe de première. J'avais envie d'aller, je me souviens très bien, l'envie d'aller sauver l'Afrique.
et j'ai monté un projet humanitaire au Burkina Faso pour construire et poser les fondations d'un dispensaire à 30 km de Ouagadougou à Tanlarguin. Et vraiment, j'étais en première à l'époque, on était encore sur des machines à écrire ou avec quelques copains du lycée. Et hors du lycée, on avait écrit ce projet-là, on l'avait formalisé, puis on était allé chercher des sponsors à droite et à gauche. On avait été lauréat de la première promo des défis jeunes à l'époque de la mairie de Paris. Donc c'était la première expression à 16 ans de cette capacité de leadership, mais qui s'était exprimée aussi dans la vie de tous les jours à l'école. Ce côté hors cadre, hors moule, il vient d'où ? Est-ce que tu penses vraiment que 5 enfants, tes frères et sœurs sont vraiment différents ? Tu penses que c'est comme ça, même éducation, même tout, et pourtant on se retrouve avec un Augustin ? C'est peut-être, donc chacun de la fratrie était différent, était singulier, a eu un parcours de vie assez étonnant. Et moi je pense que c'était peut-être aussi pour refuser une forme d'héritage. C'est-à-dire que quand on hérite, on choisit ce que l'on prend et on choisit ce que l'on ne prend pas. Je ne parle pas de l'héritage patrimonial financier, c'est l'héritage de valeur et c'est un héritage que l'on vit au quotidien. Donc moi, c'était peut-être aussi un sujet de refuser un héritage ou une étiquette et de construire ma propre histoire, de jouer mes talents, de laisser aussi ma petite marque dans l'écosystème dans lequel je vis. Voilà, donc je pense que j'ai peut-être pas eu le coup. Moi, je suis toujours assez admiratif aussi des gens qui endossent des histoires familiales parce que en fait, ils mettent de côté aussi leur singularité. Moi, j'ai pas osé, j'ai pas eu le courage d'eux, et c'était en plus, je pense pas, mes talents. Donc voilà, je l'ai vécu de manière très libre, très différemment, et aujourd'hui, je pense que j'ai eu, en tout cas, la bonne intuition parce que je regrette pas du tout les choix que j'ai faits. Ça me fait penser, c'est un sujet intéressant d'héritage, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai eu ici il n'y a pas très longtemps de ça et qui me disait qu'il avait de très nombreux cousins, très nombreux frères et sœurs. Lui, il était le dernier d'une famille de 7. Et que lui, c'était important, il avait compris assez tôt qu'il fallait qu'il marque sa famille et qu'on se souvienne de son prénom. Et donc, que son héritage, en fait, il l'avait pris qu'en disant qu'il était anonymisé dans une famille à 7 enfants, dans 200 cousins et cousines. Toi, quand je t'entends, toi aussi, à un moment, tu t'es dit, je vais prendre une direction différente. Augustin Pelmarmon sera aussi connu. C'était pas du tout ton sujet à toi. Non, mais évidemment, il y avait une quête de reconnaissance, mais surtout de... Toi, moi, je me souviens très bien quand j'ai pris conscience de mes talents. C'était à l'occasion d'un stage pendant mon école de commerce. J'en avais fait un premier à Londres qui avait été absolument catastrophique, où j'avais pas trouvé le stage que je voulais, qui était de travailler dans une compagnie aérienne à l'époque, malgré des dizaines de lettres. À l'arrache, au dernier moment, j'ai appelé mon cher père en disant « Écoute, papa, donne-moi un coup de main, parce que vraiment, j'y arrive pas. » Et donc, papa m'a donné un coup de main à l'époque. Il a appelé un de ses copains à Londres, qui m'a trouvé un stage chez BNP Paribas, et ça avait été un stage de panique intégrale parce que j'étais resté peut-être 2-3 mois et je n'avais pas compris. En fait, je n'ai jamais compris ce que je devais faire. C'était un langage qui m'était totalement incompréhensible. Et c'est un deuxième stage dans une compagnie aérienne que j'ai obtenu tout seul, tellement j'ai insisté 1 an après à Madrid. Chez Air France pour la péninsule Ibérie, Madrid et l'Espagne et le Portugal. Et le numéro 2 de la délégation, qui s'appelait à l'époque Ludovic Dupont, m'a dit « Écoute Augustin, je te prends tellement tu m'es pénible dans le processus de recrutement. Je t'ai dit 10 fois non, tu rentres par la cheminée, par la fenêtre, etc. » Il m'a laissé une très grande liberté d'entreprendre. On m'a dit « Écoute, fais ce que tu veux. » Et j'ai créé un produit un peu l'équivalent de l'Interrail, mais pour Air France, pour que les jeunes puissent voyager à travers l'Europe l'été. Et je me suis révélé, on avait des lits de camp, on dormait le week-end dans cette grande salle de réunion Plaza de España à Madrid. Et tu savais pourquoi tu te levais le matin. Mais je savais, et surtout que j'ai trouvé le terreau. Et en fait, je me souviens de quand tu as invité Sébastien Bazin dans ton podcast Pause, il disait, en fait, on fait des choix souvent par des personnes et pas tant pour des projets. C'est sûr qu'à l'époque, ce Ludovic Dupont, avec qui je suis resté en contact, m'inspirait beaucoup. Je le trouvais brillant, entreprenant, plein d'énergie. Et j'ai envie, de me défoncer pour lui et lui démontrer qu'il avait eu raison de me prendre. Et effectivement, j'ai fait un stage qui a cartonné. J'ai adoré. Et c'est la première fois, en fait, où j'ai pris confiance en moi, en termes professionnels. Et quand tu brises un peu cet héritage, en tout cas héritage très business, très finance, où tu pars vraiment dans une voie qui n'a rien à voir, qui est une voie que tu adorais à l'époque, que tu aimes toujours, c'est le voyage. Tu parles d'Air France, on va parler juste après du Club Med où tu as aussi travaillé. C'est quoi aussi? C'était
un sujet important, de dire moi je prends ma propre voie, c'est ma propre direction, je ne vais pas forcément suivre et être la 5e ou 7e génération. Rappelle-moi la génération. Alors oui, ça dépend. 7e génération. Et ça faisait quoi exactement le groupe au départ? À l'origine, c'est une très belle histoire parce que c'était la compagnie Lebon qui avait le monopole de l'électricité et du gaz en France, qui a électrifié la France. On voit encore. On le voit, alors on le voit plus beaucoup, mais on le voit encore. Entreprise Lebon. Ça a été nationalisé en 1947. Puis après, il y a une reconversion du patrimoine sur des domaines industriels et financiers. Puis voilà, c'était une longue histoire, parce que compliqué, parce qu'à un moment, c'est passé de ma grand-mère à mon grand-père, qui ont divorcé à une époque où ça se faisait pas du tout, parce que ma grand-mère était, après 5 enfants, était malade et avait ce qu'on appelle aujourd'hui une bipolarité, donc avec une histoire de famille qui est très lourde, hein, parce que voilà, dans les années 50, c'était pas anodin, 1950. Donc c'est mon grand-père qui a récupéré d'une certaine manière cette entreprise familiale et qui l'a transformée progressivement dans un domaine financier avec une banque, gestion de patrimoine, il a inventé les SICAV. Après, ça a été dans le private equity, dans l'hôtellerie, dans plein de choses. Mais il se trouve que nous, on en est sortis avec mes frères et sœurs il y a quelques années parce que voilà, les liens familiaux étaient trop complexes dans les passages de génération et on a préféré, là aussi, de manière assez courageuse, je trouve, reprendre notre liberté et tracer notre propre chemin en s'écartant effectivement d'une lignée héréditaire. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est des années après avoir toi-même décidé de prendre un pas de côté. Parce que quand vous avez vendu, c'était il y a quelques années, et là on parle avant de ça, puisque tu étais encore à l'école. Et tu me parles de Ludovic, moi ça m'intéresse, parce que toi aujourd'hui, comment tu fais dans ces recrutements? Toi qui as recruté tellement de gens au fil des années, est-ce que tu recruterais le Augustin de 20 ans? Est-ce que toi tu restes quand même très cadré dans une grande école, un process, ou est-ce que justement tu t'es permis dans toutes ces années de faire différemment? Et est-ce que de faire différemment a été positif? Oui, toi aujourd'hui maintenant, je trouve que toutes les candidatures qu'on reçoit écrites sont non valables parce que tout est écrit avec chat et compagnie. Et donc je te dis ça parce qu'en fait on demande évidemment des petites vidéos d'1 ou 2 minutes de présentation et en fait une vidéo ça ne ment pas. Et nous, la question qu'on se posait principalement chez Michel Augustin, c'est la fameuse question, est-ce qu'on a envie de partir en vacances avec la personne qu'on a en face de nous? Ça ne veut pas dire que la personne est semblable à nous, mais en tout cas qu'elle dégage des vibes positives, une forme de curiosité, d'énergie, de sunshine, d'ambition aussi. Donc voilà, c'est un subtil mélange, mais c'est évidemment d'abord des profils en termes de personnalité. Moi, j'aime beaucoup ce mot sunshine, énergie, curiosité, ambition, envie de déplacer des montagnes. Et je crois que c'est un des éléments du succès, je pense, de Michel Augustin, c'est d'avoir créé autour de ses talents une culture d'entreprise très singulière qui était un peu unique, avec une énergie et une créativité qui est quand même hors norme. Tu parlais de ce livre, Pause. Il y a un chapitre dans ce livre qui parle des rencontres. Ces moments où une rencontre va faire basculer une partie de ton futur, donc de ton destin. Toi, c'était arrivé assez souvent, tu parles ça de gourou charismatique, c'est des termes, hein. C'était arrivé avec plusieurs professeurs, assez tôt, je crois que ça a commencé en 5e, puis ça a continué au lycée, puis à nouveau à ESCP, tu as des gens comme ça, moi j'adore les citer, ces professeurs, parce que là on parle de professeurs, hein. Souvent c'est des gens qui sont là à ce moment-là, je crois que c'était ton professeur de latin, ton professeur de français, pour toi ça a été des moments important, ils t'ont fait découvrir quoi sur toi quand on est en 5e? Est-ce qu'ils t'ont donné une clé que tu n'avais pas, une clé de lecture, une clé sur ta personne? Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là, tu peux en parler encore 20 ou 30 ans après avec autant d'estime? Moi, ce que je trouve dingue là-dedans, c'est l'asymétrie des situations où un professeur ou quelqu'un peut, même chacun d'entre nous, on peut marquer profondément et infléchir la trajectoire de quelqu'un sans même s'en rendre compte. En 5e, j'avais un préfet prof d'histoire géo qui était, il est décédé depuis malheureusement, qui s'appelait Stéphane Janin, qui était en plus celui qui dirigeait le théâtre, les cours de théâtre à Franklin, et qui m'a donné en fait le sens du devoir et de faire ce qu'on avait dit qu'on faisait. C'est-à-dire que c'est une forme de fiabilité, c'est qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi, on ne peut pas promettre des choses et ne pas les faire. Il m'a vraiment appris ça, plus une forme aussi, c'est tout bête, hein, d'arriver à bien structurer son agenda pour
ne pas perdre trop de temps et aller au bout des choses. Celui qui m'a particulièrement marqué après, c'est une époque où j'allais pas bien, j'avais une forme de fragilité psychologique, c'était au lycée, et c'était un professeur effectivement de latin, de français, Daniel Hamon, qui m'a tendu la main. En tout cas, c'était la bonne personne pour moi, pour entrer en résonance, et qui m'a vraiment aidé à passer ce cap de l'adolescence, et avec des parents qui n'étaient pas du tout jaloux, qui se sont évidemment renseignés sur cette personne pour être certains que tout était clean, et qui ont accepté que ce soit cette personne-là qui m'ait vraiment accompagné de manière très rapprochée pendant, je dirais, au moins une grosse année, où j'allais régulièrement dîner chez lui. C'était, toi, dans cette petite, de ce tout petit studio rue d'Armaillet, Paris 17e. Et t'imagines, avec ce qu'on lit aujourd'hui dans ces situations qui peuvent très vite déraper. Entre un mineur, tu veux dire, et un professeur. Aujourd'hui, une autorité. Aujourd'hui, ça se referait, ça ne serait plus possible. Voilà, j'ai mon préfet aussi de première à Franklin, qui était un jésuite, qui a très bien compris qu'il ne devait pas appliquer les mêmes règles avec moi qu'avec tout le monde, et donc qui a réussi à adapter sa pédagogie et les règles à ma sensibilité. Donc voilà, après j'en ai eu un autre qui s'appelle Manel. Quand tu parles de Daniel Hamon, qui était au lycée, qu'est-ce qu'il avait vu en toi pour qu'il prenne de son temps? Encore une fois, il faut remercier ces professeurs qui prennent de leur temps. Il n'avait pas du tout besoin de le faire. C'était pas dans son contrat, mais c'est comme ça qu'il a pensé être utile. Et on parle encore des années après à quel point ça a été marquant pour toi. Qu'est-ce qu'il a vu chez toi? Et à la fin de cette année, comment t'étais devenu une meilleure personne? Moi, je pense qu'il a vu que j'avais un mode d'emploi qui était différent, une sensibilité différente, une créativité différente, une forme d'utopie qui était différente, et qu'il a réussi aussi à adapter sa façon d'accompagner les élèves en faisant quelque chose un peu de sur-mesure. Et je pense que ça correspond aussi à des gens qui ont ce que j'appelle un charisme d'accompagnement. C'était un homme célibataire et qui il n'a pas fait qu'avec moi, il a fait avec pas mal d'étudiants aussi, cette capacité à repérer un peu les moutons à 5 pattes ou un peu les brebis galeuses d'un troupeau, et d'avoir une attention particulière sur la différence, sur la différence, et d'être capable de les accompagner, de les remettre en selle avec une trajectoire un peu différente. Donc ça continue, parce que après ça continue. Je crois que c'était ta professeure de stratégie à l'ESCP. T'es bien renseigné. Mais ta professeure Anne-Marie, de prénom, c'est ça. Mais c'est pas pour te donner son nom. On voit, ce que j'aime bien aussi chez toi, c'est que tu reconnais ça. Et c'est vrai que parfois, et on est tous comme ça, on a tous rencontré un moment dans nos vies, et j'espère que malheureusement, parfois, les gens peuvent l'oublier. Peuvent imaginer que c'est eux-mêmes qui ont eu l'idée, ou qui on a besoin d'aide la plupart du temps, on a besoin de mains qui se tendent, et je pense que c'est important, et merci de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous écoutent, qui parfois justement cherchent ces mains-là, ou quand ils peuvent le donner, surtout donner cette main. Je te retrouve à ESCP. Alors tu es passé par la fac, Nanterre au départ, mais je te retrouve comme ESCP, et quand je te retrouve à ESCP, je me dis, dans ce modèle assez cadré, assez élitiste, qui a évolué depuis où tu étais. Je me dis, mon Augustin, il est quand même un peu décalé. Comment, quand tu arrives là-bas, d'un double cursus à Nanterre, comment tu le vis, cet atterrissage? Assez simplement, toi qui es plutôt, encore une fois, leader? Non, mais très, très simplement, et en sachant que je ne me suis pas, honnêtement, pleinement épanoui dans le cadre académique. À l'époque, il y avait assez peu de vie associative. Peu d'entrepreneuriat. Peu d'entrepreneuriat. Et donc, honnêtement, j'ai franchi les étapes les unes après les autres avec un peu de difficulté, mais j'ai réussi à obtenir mon diplôme. Mais c'était surtout... Pourquoi tu voulais le faire, toujours pareil. Pourquoi tu voulais faire? Là, il y avait une petite pression pour dire, il faut que tu fasses une de ces grandes écoles parisiennes. Non, j'ai pas eu de pression, mais c'est une forme de se rassurer sur la capacité à avoir un diplôme à peu près reconnu. Au moins, le truc était derrière nous, c'était plus sujet. Et je savais que ça allait évidemment me servir un peu plus tard, et je me suis plutôt réalisé dans les projets d'été, où je suis reparti en mission humanitaire là aussi sur un très beau projet de copains en Équateur et en Colombie. Voilà, c'était plutôt sur des projets à côté que dans le cadre académique ou même de la vie associative, parce que moi je sortais très peu à l'époque. Je suis pas aussi spirit, très grande bande de copains à faire la fête, donc voilà, j'ai vécu ça de manière assez paisible, mais surtout en me réalisant sur des projets hors académique. Mais justement, tu as 20 ans, Augustin, tu es à Paris, tu as les moyens, tu as, comme tu dis tout à l'heure, ce safety net avec cette capacité d'être protégé. Tu es dans d'une des plus grandes écoles de commerce en France. Tu es drivé par quoi? Qu'est-ce qui fait
que le matin, tu as envie de te lever pour faire des choses. Tu le vois déjà, cette quête de sens, tu le sens vraiment ou tu es paisible, tu avances, tu ne te poses pas trop la question, l'été arrive, tu fais tes projets. Deux choses, une grande soif de reconnaissance et aussi de sens. Tu vois, ce petit projet, mais qui était très important pour moi, de voyage humanitaire au Burkina Faso, je l'ai renouvelé en Amérique du Sud avec un autre groupe de copains. Donc, c'était toujours une quête de sens. Et moi, je me souviens très bien de l'Afrique. J'ai cru que j'allais sauver l'Afrique en 3 semaines. Quand je suis parti en Amérique du Sud, je pensais qu'on allait sauver l'Amérique du Sud en quelques semaines aussi. Donc, il y a une forme d'utopie totalement déconnante quand tu la confrontes à la réalité. Mais c'était d'être en mouvement, la soif de la découverte, la curiosité du monde qui m'entoure. Et moi, je l'ai souvent dit, c'est qu'on a à cette époque-là, moi, j'ai multiplié les expériences, quelle qu'en soit la durée, avec beaucoup d'engagement, de passion. Ça pouvait être, je me souviens, pendant les grèves 95, j'ai été coursier à Paris en mobilette avec ma 103 SP. Ça a duré 2 semaines, mais j'ai vraiment vécu à fond la vie d'un coursier à Paris. Et donc, j'apprends quelles sont mes limites, ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire. Donc, je crois qu'il y a... T'as touché beaucoup de choses, hein. Il y a un gros travail, et c'est ce que j'essaie de partager quand on fait des conférences en école, c'est de pas suivre un espèce de cursus dicté par une pression sociale ou familiale, mais c'est surtout d'expérimenter, quelle qu'en soit la durée, mais le faire avec engagement, passion, intelligence et le bon niveau de discernement pour être capable d'avoir le bon retour d'expérience pour progresser dans son chemin personnel. Et tu parlais de cette partie-là, la première partie, donc cette quête de sens, où tu dis juste quelque chose qui t'habite réellement et que tu veux arriver à, ça peut être sauver l'Afrique en quelques semaines ou l'Amérique du Sud. Et puis, il y a à nouveau ce sujet de reconnaissance. Quand tu parles de reconnaissance, c'est reconnaissance par rapport à qui ? Par rapport à tout le monde, par rapport à ton papa, par rapport à ta fratrie, par rapport à tes professeurs. C'est quoi ce besoin de reconnaissance et à quel moment il a commencé à disparaître ? Écoute, évidemment, je pense que c'était pour la reconnaissance, notamment, entre guillemets, médiatique par l'aventure Michel Augustin, a été évidemment un moteur pour démontrer que on peut exprimer une voix singulière et faire un pas de côté. Mais tu vois, moi, j'ai eu la reconnaissance que je voulais avec cette aventure entrepreneuriale et j'ai pas d'ego de mesurer. Donc, globalement, aujourd'hui, moi, j'ai ce que je voulais. Et la quête de sens, elle est née progressivement. Et je dirais vraiment de manière très honnête qu'au départ, c'était plus de la reconnaissance qui s'est transformée en quête de sens. Mais là où je te remercie, c'est de dire la vérité. Parce que souvent, tu pourrais... Non, mais j'ai pas l'habitude de ne pas dire la vérité. Je te connais suffisamment bien, c'est pour ça que j'ai le plaisir de t'avoir ici, mais je pourrais connaître d'autres personnes, et encore une fois, sans jugement, qui pourraient obérer cette première partie. Moi, je le dis je l'ai toujours dit, j'ai commencé à 17 ans pour gagner de l'argent. Pour moi, c'était mon acte premier qui était fondateur pour tout ce que j'ai pu faire après, au service des autres. Mais il y a bien un moment, il faut commencer et parfois, tu commences pas forcément avec toujours la même analyse et la même direction. Là, on s'arrête 2 minutes, même avant de rentrer sur ton CAP de boulanger, parce que j'ai en face de moi un boulanger. Donc ça, c'est bien. Mais avant ça, je lisais qu'à un moment, pendant des années, toi qui as ce côté entrepreneurial, chevillé au corps, ce que tu faisais, que tu notais des idées, tu les déposais auprès de ton papa. Et ton papa, le lendemain, pouvait dire... donc, tu l'as fait assez souvent, ça. Et puis, c'était des idées qui étaient sympas. Hein. C'était vendre des homards, des journaux à crier. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est des tout petits trucs. Mais je me souviens très bien, à la maison, je devais être au lycée. On avait des petits blocs-notes avec des feuilles à petits carreaux. Et quand, je me souviens de 2-3 fois, quand mes parents sortaient le soir, j'écrivais finalement une histoire d'élevage de homards de là où je viens, dans le pays de Caux, près de Fécamp, ou de réinventer la distribution des journaux
à la crier avec un système de petits jetons pour éviter de manipuler de l'argent. Et voilà, j'écrivais, je me souviens plus très bien des retours de mon père, que ça devait lui passer peut-être un peu au-dessus, parce que lui-même n'était pas vraiment entrepreneur. Hein. Ouais, non. Non, parce qu'il a repris le flambeau d'une aventure familiale, mais il l'a pas créé, il l'a développé. C'est vraiment ton grand-père C'est mon grand-père qui avait fait cette grande transformation. Donc voilà, mais j'étais animé par créer quelque chose, inventer. D'où ça vient justement ça? Comment tu l'as défini quand tu as essayé de creuser un peu, quand tu as pris ce retour sur toi? Ça vient d'où ce côté vraiment extrêmement entrepreneur? Après on en reparlera, mais en bossant dans des grandes boîtes aussi, je trouve qu'on a cette notion de ne pas être indispensable. Moi, j'ai adoré bosser chez Air France, mais que je sois là ou pas là, globalement, les avions, ils décollent bien, et ça se passe bien. Et c'est vrai que quand tu crées quelque chose, si tu n'es pas là, la chose n'est pas créée. C'est-à-dire que ça n'existe pas sans toi. Et je crois que j'ai encore aujourd'hui besoin, c'est pour ça que je n'ai pas pris de reprise d'entreprise. D'exister, en fait. D'exister par ce statut de fondateur ou cofondateur. Voilà. Si tu n'es pas là à ce moment-là, le projet n'existe pas. C'était pas cette volonté de liberté, non? Les deux, mais c'était aussi te dire, je fais quelque chose qui n'existe que parce que j'en ai été à l'origine et que j'ai écrit la première petite note de synthèse, la note d'intention, le premier deck. Moi, j'adore vraiment ce processus entrepreneurial d'une intuition, d'une vision, en faire un projet argumenté et dans lequel tu fais monter des talents à bord, que ce soit des actionnaires, des opérationnels, des associés. C'est d'une certaine manière laisser une petite trace indélébile dans le monde dans lequel tu vis. Okay. Tout sachant que nous ne sommes que peu de choses et que, comme dit Raphaël dans sa merveilleuse chanson « Dans 150 ans », on aura totalement oublié beaucoup de choses. Donc oui, c'est mais ça peut-être que dans 150 ans, la marque Michel et Augustin existera encore. Est-ce que c'est vraiment important? Ouais. C'est important si elle garde sa mission, c'est-à-dire de donner envie à ceux qui suivent cette marque-là d'entreprendre leur vie. Avant de revenir sur Michel Augustin, ça va être la prochaine partie de notre discussion. Tu sais, comme tu écoutes Pause, on a des pauses amicales ou des pauses familiales, des gens qui t'aiment et qui vont te poser une question, surprise évidemment, puisque tu n'es pas au courant. Je ne suis pas censé être au courant, c'est ça? Tu n'es pas censé être au courant. J'espère que tu n'es pas totalement au courant. Si tu es au courant, qu'est-ce que tu veux que je dise? On va le voir tout de suite. Tu sais, ça ne trahira pas. Comme tu dis tout à l'heure, la vidéo ne trahit pas. On va le voir dans tes yeux. On va écouter cette question de quelqu'un avec qui tu as passé de très nombreuses années et qui va te poser une question que j'aime beaucoup parce que ça prouve qu'elle te connaît bien. On écoute Michel de Rovira, cofondateur de Michel Augustin. Salut Alexandre, hello Augustin, c'est Michel, je me réjouis de t'entendre bientôt dans ce podcast. Tu as dit une fois, j'ai jamais pris de grandes décisions sans en parler avec mon père. Quels exemples, quels bons conseils en sont sortis, quels échecs, quels apprentissages, comment fais-tu maintenant que ton père nous a quittés? Souhaites-tu la même chose, la même relation avec tes enfants? La réponse à la dernière... Déjà, je suis toujours ému d'entendre la voix de Michel parce que on est resté d'une certaine manière proche. Je trouve que ça a été l'une des belles facettes de notre aventure, c'est que avec 15 ans d'association, de temps en temps, ça pourrait se déliter. Et je trouve que, évidemment, la relation n'a rien à voir avec celle qu'on avait à l'origine, mais qu'elle est restée assez forte, elle sera indélébile. Et moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration et de respect pour Michel. Et on dialogue pas mal par WhatsApp, mais assez peu par la voix. Ça y est, voilà. tu te souviens qui... Ouais, non, mais voilà, mais je te dis que c'est ce que je ressens quand je te parle. Et donc, plusieurs questions. Oui, si tu regardes la première, c'est que tu as dit que très souvent des décisions importantes ont été discutées avec ton pater, avec ton papa. Est-ce qu'il te cherchait... Qu'est-ce qui, à un moment, une discussion que tu as eue, tu as changé d'avis après ces discussions et comment tu fais aujourd'hui si ton papa était si central dans tes décisions pour fonctionner? Alors, je le prenais pas pour... je le prenais pour que son point de vue m'éclaire,
mais j'ai assez rarement suivi son point de vue. Alors. Je me souviens très bien d'un déjeuner où j'étais au Club Med et je lui... Toi, t'es pas au Club Med, tu travaillais pour le Club Med. Je travaillais au Club Med, pardon. Et je lui ai posé la question sur le fait de partir dans une aventure entrepreneuriale. Et il m'a dit, écoute, non, Augustin, c'est trop tôt, tu viens de commencer tout. Et je suis quand même parti, qui a été une aventure qui était à la fois désastreuse et riche. Et ce que j'aimais, c'est qu'il m'a aidé à réfléchir, mais je n'ai pas suivi son point de vue. Et je sais qu'il avait d'abord une capacité d'écoute, d'éclairer, sans jamais imposer son point de vue et en laissant une très grande liberté. Donc c'est ça que j'ai apprécié chez papa, c'est qu'il ne jugeait jamais. Il ne jugeait jamais. Ça, c'est très important. Ce qui est rarissime. Ce qui est rarissime. Et je dis, il l'éclairait sans éblouir. Voilà, c'est ce que j'ai dit dans notre petit mot à son enterrement. Très beau. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue au moment où j'ai décidé de me marier, plutôt jeune, parce que j'ai dû me décider de marier à 21 ou 22 ans. Et il m'a dit, mais attends, évidemment, je me souviens très très bien où j'étais. Et il m'a dit, fais attention, est-ce que tu as bien mesuré l'importance de cet engagement-là? Vous êtes très jeune, vous avez plein de choses à découvrir. Et pourtant, j'ai quand même décidé, en partant, de me marier avec Victoire. Et c'est l'une des plus belles décisions que j'ai prises de ma vie, voire la plus belle. Et qui dure. Et qui dure. Je me souviens pour Michel Augustin aussi. Quoi. Donc, et le fait qu'il ne soit plus là, il est mort de manière très, très brutale d'un AVC en 1 seconde, dans une symbolique un peu lourde, parce qu'il est mort 3 jours après l'enterrement de son propre père, qui était donc mon grand-père. Et ce que je dis après, parce qu'il est mort il y a à peu près 3 ans, donc c'est le trauma vient des conditions de son décès, mais évidemment, il me manque, mais je veux dire, pas tant que ça, parce que je ne vivais pas avec lui au quotidien et que son héritage est vivant. C'est-à-dire que moi, j'y pense presque tous les jours et que très souvent, quand je me pose une question, il n'est plus là. Et je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'il aurait partagé comme point de réflexion, comme point d'appui, comment il aurait éclairé mon choix. Et oui, je pense que d'être un phare qui, d'une certaine manière, projette une direction, mais en gardant toute la liberté d'eux, honnêtement, je serais content d'avoir ce lien-là avec mes enfants. On parle de Michel, là on parle du début de l'histoire de Michel Augustin, parce que vous avez tellement besoin de reconnaissance que vous avez mis vos prénoms dans la marque. Mais bien sûr, bien sûr. Quoi, et moi je me suis toujours posé la question, c'était quoi l'option 2 ? Est-ce qu'il y avait une option B ou pas ? Il n'y avait pas d'option B, parce que le Augustin et Michel sonnaient moins bien que Michel Augustin. Il n'y a pas eu de baston entre vous deux, c'est moi en premier. Ça s'est fait sur un bout d'une nappe de ma table, de mon appart dans le 18e en 1 seconde. Et comme on voulait imprimer en termes marketing un narratif réel, incarné par des personnes vivantes et pas une histoire dépoussiérée ou sortie d'un placard ou une histoire inventée, c'était un des partis pris marketing très forts de dire on va raconter en temps réel une histoire entrepreneuriale de passionnés du goût, du savoir-faire gestuel de pâtissier et de 2 personnes qui ont la pêche. C'était clair qu'on devait l'incarner par nos prénoms et pas par nos noms de famille. Donc 2 potes qui sont dans la même école, vous êtes tous les 2 dans la même école de commerce. Ouais, mais Michel était beaucoup plus brillant que moi, parce qu'il avait 2 ans d'avance par rapport à moi. C'est toi peut-être qui avait du retard. Oui, j'avais du retard et lui avait de l'avance. C'était pas mal. Donc ça se passe comment au départ ? Raconte-nous la genèse de nouveau. Là, c'est plutôt pour ceux qui se posent la question en disant mais comment, on arrive souvent à avoir des gens qui disent mais comment en avoir une idée ? Est-ce que c'est des idées bonnes ? Comment ça fonctionne ? Ça se passe comment cette genèse au départ ? C'est toi qui te dis tiens, c'est quoi l'idée ? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette idée au départ ? Où tu t'es dit tiens, il y a un endroit où on peut exister. Non, mais c'est toujours pareil, c'est un fil rouge que l'on reconstitue après. Donc moi, j'avais, après le Club Med, monté une première boîte qui avait été très violente psychologiquement. Rejoint une boîte qui n'avait pas très bien fonctionné. Voilà, il se trouve que j'en avais tiré un profit financier significatif après, mais ça avait été une étape qui m'avait marqué. Après, j'avais eu besoin d'apprendre un savoir-faire gestuel, donc j'avais passé ce diplôme de CAP boulanger en candidat libre. Et après, on a fait aussi une histoire un peu singulière, parce que pendant 1 an, avec Michel, on a sillonné la capitale et visité les 1263 boulangeries de Paris,
parce qu'on avait envie d'écrire une histoire qui était aussi singulière, de deux gars qui connaissaient pas grand-chose, se passionner pour le pain, cet aliment qui a traversé l'humanité, qui est une très grande simplicité. Et on a Vous avez vraiment fait les 1263 1263 l'un ou l'autre. On s'est séparé le territoire en deux. Tous les soirs, il y a des processus de dégustation. On avait monté une grille d'analyse organoleptique avec un MOF boulanger. Et on a sorti un guide sur les meilleures boulangeries de Paris qui s'était vendu à 15 000 exemplaires quand même. Mais au départ, c'était pas pour lancer Michel Augustin. Ah, mais pas du tout. C'était un guide. Voilà, moi, je quittais Air France, que je me sentais un peu pas dans le bon terreau, dans le siège à Roissy. J'avais, après cet échec entrepreneurial, gagné un peu d'argent parce que j'avais revendu mes parts à Partech, un peu aussi par hasard. Donc, j'avais une petite liberté financière et je m'étais dit, tiens, j'ai envie de redonner les clés du bon pain aux Parisiens. Donc, on est parti dans cette espèce de guide Michelin du pain sur cette intuition en disant, le pain, c'est quand même un patrimoine essentiel de la France et du Parisien. Il n'y a pas de clé de lecture pour aider le Parisien à savoir ce que c'est qu'un pain sur pouliche, un pain au levain, c'est qui Poilane, pourquoi Paul n'était pas une boulangerie à l'époque. Donc, il y avait plein de choses à raconter, à partager. Donc, on a écrit ce guide. Michel est parti à l'INSEAD et moi, je me suis retrouvé tout seul chez moi en me disant « Mais qu'est-ce que je fais ?» J'avais toujours sur moi, à l'époque, un petit cahier qui s'appelait « Chasseur de papillons » sur lequel je notais toutes les idées que j'avais en étant simplement curieux du monde qui nous entoure. Donc, j'avais peut-être 200-300 idées. Je me souviens, j'avais une radio pour les enfants. J'avais plein d'idées et je me suis arrêté sur celle-ci parce que je commençais à être passionné de l'alimentation, du goût, des ingrédients, de la formulation. Et j'ai vu aussi une opportunité marketing en me disant « Mais il n'y a pas de marque qui raconte une histoire en temps réel. » Et en plus, on s'adresse potentiellement à un marché mondial. Donc moi, ce qui me plaît, c'est le côté consumer masse. Et avec une simplicité à démarrer tout de suite chez toi. Moi, je crois au pouvoir de l'action. Et donc, créer une marque alimentaire, c'est aussi simple que de commencer à faire des biscuits dans le four de ta cuisine. Alors, là, pas dans ce livre-là, mais dans le livre d'avant qui s'appelle « Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur », il y a un moment où je dis que souvent les gens viennent ou peuvent venir me voir en disant « C'est génial, j'ai une idée, il n'y a personne sur le marché ». Et les gens pensent que justement c'est une très bonne chose qu'il n'y ait personne sur le marché, alors que souvent s'il n'y a personne sur le marché, tu le sais très bien, c'est qu'il n'y a peut-être pas de marché. Toi, tu sors de la meilleure école, une meilleure école de commerce, vous êtes deux, et vous attaquez certainement un des marchés les plus concurrentiels qui existent. C'était une folie, vous vous étiez rendu compte de ça, ou justement il y a cette beauté de se lancer aussi jeune en disant c'est faisable. Tu avais déjà, quand tu me parles, là tu me parles du monde, hein, quand je t'ai entendu, tu avais vraiment cette volonté que Michel Augustin soit Michel and Augustine aux États-Unis. Tu avais vraiment cette volonté où tu disais juste déjà lançons un truc à notre petit niveau. Non, on avait une ambition de conquérir le monde alors qu'on était encore dans ma cuisine de mon appart rue Hermel dans le 18e. Et je me souviens très bien, on fait des biscuits et pas partout malheureusement, mais presque partout, on se nourrit convenablement et donc on est capable d'acheter des biscuits. C'est un marché mondial. Mais évidemment, ce que les gens ne voient pas vraiment, c'est qu'à la fois, il faut être très fort sur le produit. Et nos produits, au démarrage, étaient en plus pas très bons, mais progressivement, ils sont devenus très bons. Et il y a aussi une dimension, au sens noble du terme, de marque, d'éditorial. Qu'est-ce que tu vas raconter à travers tes produits ? Pour les gens qui nous écoutent, qui mangent, qui boivent, qui connaissent la marque Michel Augustin, mais qui ne connaissent pas forcément les moments qui ont été parfois plus compliqués. C'est quoi la plus grande erreur que tu as commise dans ces 15 ans Non, mais tu as plein d'erreurs opérationnelles. Moi, je trouve que les erreurs les plus tristes, ce sont souvent des erreurs de recrutement. Quand tu recrutes des personnes qui sont super, mais qui ne sont pas super dans le terreau que tu peux proposer. Donc, c'est toujours pour moi un déchirement, même si on sait que c'est bénéfique pour tout le monde à la fin de se séparer de quelqu'un. Tu arrives à te séparer, toi, facilement ? Non, pas facilement, mais la vie a appris qu'il fallait mieux le faire, parce qu'à la fin, au-delà des péripéties, c'était toujours bénéfique. Donc, on s'est aussi pas mal planté dans pas mal de recrutements. On a fait des erreurs rétrospectivement stratégiques, par exemple de l'éparpillement catégoriel. C'était à la fois pour assouvir une créativité sans limite, sans le savoir, gagner aussi du chiffre d'affaires assez facilement, mais à la fin, tu fais un peu un château de cartes parce qu'il faut défendre des positions sur plein de catégories et tu crées une espèce de bordel opérationnel à gérer quand tu as 15 usines partenaires, 200 produits, 5 catégories, 2 flux logistiques, des produits avec 10 jours de date sur des mousses au chocolat. Donc, on avait une complexité opérationnelle. Donc, c'est toujours pareil, c'est que la croissance génère de la complexité tue la croissance.
Mais je te dirais que j'ai pas eu l'impression de faire de très grosses erreurs. Et après, c'est plus une capacité à se gérer soi-même, gérer sa ressource personnelle et d'être capable de te dire quand tu passes dans le rouge, de repasser dans l'orange, parce qu'in fine, le plus précieux dans une entreprise, c'est les femmes et les hommes qui l'animent. On parle d'erreurs qui n'est pas les échecs. Donc, on entend, mais quelle est ta relation à l'échec déjà et quel a été pour toi un échec que tu as réalisé pendant ces années, Michel Augustin? Et donc, relation à l'échec, pour toi, tu l'analyses facilement? On a eu plein d'échecs de recrutement, de lancement de produits, plein de trucs. Donc, moi, je ne pense pas avoir vécu d'échecs. On a eu des périodes difficiles à traverser. Quand on a eu du bad buzz autour de la marque, sur des accusations qui étaient dénuées de tout fondement, sur lesquelles on a dû se défendre. Donc, il y a des trucs qui ont été douloureux. Mais pour moi, c'est pas des choses en termes d'échec. À la limite, je regrette pas ce que j'ai fait, parce que quand les gens sont mal intentionnés, ils sont mal intentionnés. Je suis d'accord. Mais ceci étant, et je pense que tu réponds aussi à un point, c'est que l'échec, et en particulier de nouveau pour les gens qui nous écoutent, l'échec ne doit pas être juste la fermeture d'une entreprise. L'échec, c'est tous les jours. Enfin, moi, tous les jours, j'ai des échecs, des choses qui vont pas parfaitement comme j'imagine, des gens qui me disent non, des gens qui font pour une autre direction. Je pense que ce que tu as vécu également, ça peut être des recrutements, des mauvais recrutements, des clients qui vont arrêter de te distribuer. Donc, je pense qu'il faut aussi arriver, ce qui est pas facile, à l'accepter. Donc, il faut arriver à comprendre que un échec, c'est le début d'autre chose. Il faut arriver à positiver, ce qui est pas toujours facile, de regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Toi, dans cette direction de 2006 à 2018-2019, pour de nouveau les gens qui nous écoutent, c'est quoi la taille de Michel Augustin? C'est combien de revenus? Non, mais nous, on est parti de 2004-2005 de zéro, ma cuisine. Ta cuisine. Avec Michel, et quand on a vendu à Danone, on faisait une grosse 50aine de millions d'euros de chiffre d'affaires, une centaine de trublions, et quand on dit 50-60 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est autant de produits vendus, parce qu'on parle de produits qui valent globalement en prix de cession grande distrie 1 euro. Donc c'est quand même 50-60 millions de produits à l'époque achetés par des consommateurs, globalement des Français, et donc qui achètent, qui lisent, qui goûtent et qui souvent réachètent. Donc c'est là où c'est comme un journal, parce que les packaging, nous on en a fait des journaux en racontant ce que l'on vivait. Donc 15 usines partenaires, donc c'était à la fois petit, mais je me souviens très bien qu'à la fin on avait encore, parce qu'on avait beaucoup de rites à la bananerie avec les portes ouvertes. C'était votre bureau, où des gens venaient nous voir en croyant que les biscuits étaient fabriqués à la banane. C'est 15 grosses usines, globalement, qui bossaient avec nous. Augustin, tu me parlais de produits plutôt français. Revenons en 2015. En 2015, c'est là où je te rencontre, à notre première rencontre. Et la rencontre, elle est assez exotique ou romantique, parce qu'on se retrouve la première fois à Brooklyn. C'est là où j'habite depuis quelques années. C'est là où, avec ta merveilleuse épouse et vos 5 enfants, vous débarquez. On est en 2015. Cette volonté, c'était aussi c'était vraiment cette vision absolue qui était la mienne quand j'ai débarqué là-bas quelques années avant, en disant, quoi qu'on veut faire, si on veut le faire et être le premier de notre catégorie, il faut réussir à être le premier de catégorie aux États-Unis. C'était cette vision très entrepreneuriale qui est celle qui m'avait amené à partir aux États-Unis. Toi, c'était la même chose? Tu voulais montrer aussi, avoir une autre culture pour tes enfants? Tu avais l'appel des États-Unis. C'était quoi la raison de tout ça? Il y a plein de raisons. C'était d'abord une envie personnelle d'aller vivre quelque chose d'autre dans une autre culture, un autre pays à la fois personnel, en famille et professionnel. C'était aussi le binôme avec Michel qui commençait à perdre un peu de sa saveur et qu'il fallait réinventer un peu les choses et prendre un peu de respiration. Et c'est aussi parce qu'on pensait que faire rayonner le savoir-faire pâtissier français et entrepreneurial dans le monde entier, ça passait probablement par les US. Donc on est parti avec toutes ces objectifs et ces envies. Et c'est à ce moment-là où on vient de fêter les 10 ans. On a eu cette épopée absolument incroyable avec Starbucks. On vient d'en fêter les 10 ans où on a eu le talent, à travers un coup de fil de l'assistante de Howard Schultz, qui est ce CEO emblématique de Starbucks, qui nous demandait des échantillons un jeudi soir pour le lundi à Seattle pour un comité de dégustation suite au premier point de vente qu'on avait à New York et qui était prospecté par Antoine, qu'on avait envoyé en avance de phase.
on a réussi à, plutôt que d'envoyer par DHL, à aller livrer ces échantillons nous-mêmes à Seattle par Charlotte et Hassan, qui ont créé une saga incroyable sur les réseaux sociaux en partageant leur épopée en temps réel, et qui ont rencontré Howard Schultz et qui est tombé sous le charme à la fois de l'aventure de Charlotte et d'Hassan et qui nous a ouvert en quelques jours les 12 000 Starbucks américains. Donc c'est aussi mon installation là-bas accompagnait le lancement de ce contrat, puis Delta qu'on a signé assez vite et compagnie. Donc là, ça paraît être une histoire merveilleuse qui ne va jamais s'arrêter. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Ce qui paraissait sur le papier, c'est encore une fois, c'est la beauté des États-Unis, ça peut aller très vite quand ça se passe bien. Là, on parle des 12 000 points de vente Starbucks. Les livrer, les délivrer, qu'est-ce qui se passe d'autre? Comment toi, tu vis ce moment-là? Est-ce que c'est aussi exceptionnel que ce que tu espérais? Est-ce que la réussite va s'inscrire dans la durée aux États-Unis? Comment ça se passe, toi? Comment tu le vis? On a vécu cette épopée Starbucks avec une intensité exceptionnelle parce que pour se mettre en ordre de marche pour livrer en 2 mois 12 000 Starbucks américains avec des produits qui étaient concoctés à Montauban, près de Toulouse, avec toute la partie logistique, appro, réglementaire, financier. Donc c'était un truc qui a demandé une mobilisation tout l'été de l'équipe à Paris. Ça a été incroyable en termes d'intensité émotionnelle, physique, intellectuelle. On a adoré. Après Starbucks, on a dû rester de mémoire peut-être 18 mois. Je me souviens quand on nous a annoncé globalement la fin du contrat, parce qu'en fait, c'est leur technique, c'est de faire circuler les petites marques. Quand on était devant, ça marchait très bien. Puis quand on nous a mis derrière, celui d'à côté, bam, on en vend moins. Puis à la fin, ils te disent, on va arrêter. Heureusement qu'on avait signé Delta sur le contrat qui court encore aujourd'hui. Donc, je veux dire, ça a été un truc incroyable à vivre, mais qui n'a pas porté ses fruits immédiatement chez Starbucks dans la durée, mais ce qui a permis quand même de commencer à poser les fondamentaux de l'histoire américaine qui, aujourd'hui, existe encore. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Tu es resté là-bas 2 ans. Pourquoi d'ailleurs tu reviens? Et c'est quoi le conseil que tu donnerais dans la vision d'entrepreneuriat américain et français? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas, il y a 5 codes que tu n'avais pas, que tu n'avais pas vu, que tu n'avais pas compris, ou que tu n'avais pas analysé suffisamment justement pour en faire encore plus là-bas? Non, mais moi, comme je suis très intuitif, je n'ai jamais été en capacité de lire le marché américain, le consommateur américain, que j'ai jamais compris. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, quand on y était, on a eu une exécution dans tout le Grand New York qui était remarquable. On était dans tous les magasins, tous les délis, toutes les cafétérias, avec un engagement de l'équipe là-bas qui était aussi hors norme. Simplement, ça ne se vendait pas. Tu vois. Donc, tu as beau te dire, attends, c'est le packaging, c'est le goût, c'est le truc. Moi, j'ai jamais compris. Et donc, c'est là où tu passes le bébé. Oui, c'est le marketing, c'est quand même beaucoup d'intuition aussi. Donc, moi, je pense que je n'ai pas réussi l'épopée américaine. Donc, on a passé le relais à une équipe américaine qui a mis aussi un peu de temps et qui a galéré. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils commencent à trouver un peu les clés. Simplement, les US, on le sait, c'est une autre planète, tu le connais par cœur. Il faut des moyens considérables. Il faut avoir aussi le temps de réussir. Donc, voilà, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, il faut y aller avec des assises financières extrêmement solides. On a des évolutions dans ton capital. En 2013, tu fais rentrer déjà une famille dans ton capital où tu vendais une partie importante. Je crois qu'ils étaient devenus majoritaires. Je crois que c'était la famille Pinault, c'est ça? Déjà assez tôt, en fait, dans l'histoire. Pourquoi il y avait cette volonté? Ils n'étaient pas tellement dans ce domaine d'activité. Il y avait une relation particulière que tu avais, toi, avec François ou François-Henri Pinault? Non, c'est une relation particulière qu'on avait à l'époque avec une de nos gourous qui était Patricia Barbizet. Bien sûr, qui était chez Artemis. Hein. C'est important qu'elle soit ESCP, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'elle nous a rencontrés, en fait. On dit, tiens, on lui demande un rendez-vous. Elle le prend parce que c'est ESCP. Elle ne nous connaissait pas, elle nous reçoit parce qu'on est ESCP dans son beau bureau rue François 1er chez Artemis. Et il y a un très bon Artemis, qui est donc la structure d'investissement de la famille de la famille Pinault. La holding familiale de la famille Pinault. Et à l'époque, ils avaient monté un petit fonds d'investissement Bouygues-Pinault qui s'appelait Serendipity, qui faisait des participations un peu hétéroclites, et dans lequel Serendipity est arrivé chez nous avec à la tête Patrick Lelay, qui était l'ancien patron de TF1. Et quand l'histoire s'est arrêtée de Serendipity, on a été récupérés par Patricia et Artemis, et
on a eu la chance sur des projets quand même qui étaient très singuliers, très marketing, avec assez peu d'actifs, parce qu'on n'avait pas d'usine, on avait une marque et de la distribution et un début de notoriété et de savoir-faire. C'est la famille Pinault qui est devenue notre actionnaire de référence et qui nous a vraiment, étape après étape, accompagnés en termes de financement, de gouvernance. Et j'ai beaucoup de reconnaissance envers eux et Patricia Barbizet, parce que sans eux, on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait. Parce que c'est des projets qui sont quasiment infinançables par des fonds d'investissement classiques, parce que, en fait, c'est du financement de marque consumer. Et donc, voilà. De nouveau, tu as raison de mettre en avant cette famille en particulier qui n'aime pas beaucoup prendre la lumière et qui fait énormément de choses et qui développe et qui, là aussi, fait croître quand même ils ont été remarquables de ces activités. Donc, merci de les mettre aussi en avant. Et puis là aussi, c'est une famille que tu aimes bien. Tu parlais du Pays de Caux tout à l'heure, Fécamp, là on aime bien, c'est aussi la région, là on est historiquement dans la région de Rennes, donc c'est évidemment des très belles régions et des superbes histoires. Mais quand même, toi, à un moment ou à un autre, vous vendez 70%, donc tu te sens déjà à ce moment-là dans une autre aventure, tu te la poses ou pas du tout? Tu dis juste que des 50% ou 15% de la boîte, pour toi, c'était pas un sujet. Non mais c'est des projets, on le sait, qui sont extrêmement capitalistiques. Et je veux dire, moi, j'ai jamais été accroché à mes business. C'est-à-dire que tant que tu es utile, tu es là, tu es plus utile, tu n'es plus là, et c'est vraiment pas grave. Et donc, nous, on savait qu'on avait besoin de financement assez important, parce que construire une marque consumer, en fait, c'est quand même assez rare dans l'ancien monde. Hein. Nous, on est dans les supermarchés, on est dans les rayons, on est sur le carrelage, comme on le dit. Et donc, c'était un no-brainer. Après, quand on a décidé de vendre en 2015, ça, c'est un autre processus psychologique. Mais moi, d'être minoritaire en equity de mon entreprise, ça me pose aucun problème. C'est beaucoup toi et Michel qui avez décidé de vendre, ou de toute façon, c'était vraiment le propriétaire, à l'époque, majoritaire? Ah, mais pas du tout. C'est vous qui avez... Je me souviens très très bien. C'est une question. Ah, non, mais il n'y a rien de secret, dans le sens où je me souviendrai toujours du moment où j'ai, entre guillemets, appelé Michel pour dire « je pense qu'il faut qu'on vende ». Je venais d'arriver, je pense que c'est quasiment le premier ou deuxième jour quand je suis arrivé à New York, à Brooklyn, fin août 2015, sur le deck à l'arrière de ma petite maison sur mon jardin. En fait, je me suis dit, Augustin, d'une certaine manière, t'es un peu cramé. Parce que j'ai eu cette saga Michel-Augustin pendant 10 ans. Comme tu le sais tout à l'heure, 5 enfants, cette histoire de boîte de famille. Donc j'étais rétrospectivement quasiment ce qu'on peut appeler aujourd'hui une forme de burn-out. Et je me dis, tu tournes en rond, tu n'as plus les talents, tu n'as plus l'énergie. Ce qu'on a fait, c'est quand même très cool. Il faut confier, c'est le moment. Et donc, on a mis 1 an à se mettre en ordre de bataille, et 2016... Michel était OK là-dessus? Michel était OK, bien sûr. On a évidemment échangé. Je pense que c'était un autre tempo pour lui en termes de dynamique personnelle, mais on était alignés sur le fait de passer la main. Et donc, on a mis 1 an à vendre, le temps de se mettre en ordre de bataille, et on a signé juillet 2016 de mémoire avec Emmanuel Faber. D'accord. Je crois que c'était un peu plus tard que ça, donc peut-être pas. Donc, en 2016, après on a vendu par étapes, mais tout était orchestré dès 2016. Pourquoi Danone? Parce que Emmanuel Faber, justement, en parlant de sens, en parlant de vision d'une entreprise, est-ce que ça a été important pour toi? Est-ce que tu avais d'autres choix? Oui, alors on a eu beaucoup de curiosité sur le dossier, qui était atypique. C'était orchestré par Éric Tout-le-Monde, qui est devenu un copain d'une petite banque d'affaires sur mesure Canon et K-Partner. Vraiment, on a eu une équipe aussi vraiment hyper sympa dans ce processus de cession, et on a eu de mémoire 3 offres intéressantes, dont je crois Ferrero de mémoire, et on a privilégié Danone parce qu'effectivement c'était une boîte française, parce que Emmanuel Faber, que je connaissais pas, était quelqu'un qui m'interpellait et m'inspirait assez fortement par ses réflexions. Je pense que son discours à HEC et après notre session, mais tu vois, donc je pense qu'on avait bien senti, puis moi j'avais lu ses bouquins et tout. Voilà, ça s'est fait très naturellement. Donc là, ça y est, c'est que tu dis, il y a un schisme, il y a un modèle qui évolue, donc là, c'est plus à toi. Ah oui, on est en transition. Et tu savais que tu n'allais pas rester, donc la suite a été V, c'est que Danone, pour différentes raisons, a décidé de lui-même vendre, on en parlait tout à l'heure, là il a vendu au groupe Ferrero, qui était certainement-là regardé depuis le départ, et des groupes Ferrero, en tout cas une partie qui est co-dirigée ou dirigée par Paola Ferrero,
sont en train d'acheter tout un tas de marques qui sont des marques intéressantes à travers le monde, donc ils font des choses d'une manière particulièrement futée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que là, je sais, toi tu dis toujours « je suis en jachère ». C'est le terme que tu as utilisé je t'ai entendu pendant des mois et des mois. Tu as fait à nouveau, tu as été un peu à touche à tout. Je t'ai retrouvé professeur, je t'ai retrouvé médiateur. Je sais que tu aimais vraiment cette partie de médiation familiale, hein, c'est un point important, parce que tu as été... Tu fais... Oui, non, mais médiation au sens appliqué à la famille, mais une médiation, c'est un processus qui s'applique à globalement toutes les situations de conflit. Oui, mais là, c'était familial, d'accord. Là, tu me fais c'était qu'un pour les familles. Là, non, parce que le diplôme d'État n'existe que pour la famille, mais les processus de médiation s'appliquent à tous les conflits. Mais oui. Mais toi, particulièrement, ce qui t'importait, et c'est encore une fois tout à ton honneur, que c'était pas entre un CEO et son directeur général, c'était entre une femme et un homme et une femme, dans une relation de couple, une relation belle pendant des années, qui tout d'un coup devient parents-enfants, ou grands-parents-enfants, petits-enfants, succession. C'est tous les conflits qui concernent plus particulièrement les familles. Donc, voilà, tu as ton diplôme. Non, il manque le mémoire pour avoir mon diplôme. Il faut que j'ai encore 1 an pour le faire, cher Alexandre. Mais est-ce que tu as pu exercer? Parce qu'en fait, tout le monde peut être médiateur, mais tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme pour être médiateur. Ce n'est pas un métier, une activité qui est protégée. Mais j'ai exercé en stage pendant 2 ans avec Blanche de Noyelles, où j'ai dû faire une quinzaine de processus complets en tant que co-médiateur. Le médiateur, c'est le médecin du lien. Et je trouve que c'est un métier qui est absolument incroyable, parce que j'ai vu beaucoup de situations où tu pensais que c'était des conflits qui étaient vraiment d'une très grande intensité dramatique et vraiment très violents, et qu'avec un cadre sécurisant, tu arrives à remettre 2 personnes qui petit à petit se refont confiance et arrivent à trouver le meilleur compromis pour eux, pour leurs enfants, pour leurs proches. C'est vraiment un très très beau métier. Et j'entends, tu m'en as déjà parlé, tu m'as expliqué quand tu prenais cette direction-là. Et c'est vrai que pourquoi la famille? Parce que ta famille est complexe, on va dire. Ta famille, tu l'as dit tout à l'heure, ça a été quand même toujours des complications qui existent. L'argent peut amener d'autres complications, mais malheureusement, on le sait, c'est pas que le principe de l'argent qui amène des complexités dans les familles. C'est malheureusement quelque chose sur lequel on essaye de contrer. C'est difficile. Toi, c'est à quel moment? Et j'adore ce sujet-là. Et je sais que tu l'as pas fait pour ta propre thérapie à toi. Forcément, tu le fais un peu pour ta thérapie, mais ça va au-delà. Parce que moi, quand on a commencé... T'as fait une thérapie, toi? Moi, je suis très souvent suivi par des psys à mon adolescence, juste après mon mariage. Là, il y a quelques années, j'en ai repris une. Donc moi, j'adore me faire accompagner, parce que voilà, c'est une caisse de résonance, de discernement, d'apprentissage, d'essayer d'être une meilleure personne et de mieux se comprendre. Moi j'adore, et j'encourage tout le monde et mes enfants à aller, quand ils le souhaitent, suivre un processus d'accompagnement par des psychologues. Et ça, tu me disais que c'était une petite forme de thérapie, de devenir médiateur familial. C'est comme ça que tu l'as compris dès le départ? C'est comme ça que tu t'es dit juste j'ai envie de porter ça pour d'autres, parce que tu as vu toi aussi beaucoup de familles détruites ou abîmées de l'intérieur par ce manque d'écoute? Oui, ce manque d'écoute, ce manque de confiance, cette défiance, cette jalousie. Mais tu disais tout à l'heure, l'argent est un problème. Mais moi, je pense que l'argent n'est pas le sujet, parce qu'en fait, les situations de conflit, elles sont partout, dans toutes les classes sociales, tous les niveaux de patrimoine. Et l'argent n'est pas un facteur accélérateur, parce que quand on veut être en conflit, on l'est sur n'importe quel sujet, que ce soit 10 euros ou 100 millions, 1 milliard, quel que soit le sujet. Mais ça reste de l'argent quand même. Que ce soit 10 euros ou 1 milliard, c'est de l'argent. Voilà, mais en fait, tu n'as pas plus de conflits à 1 milliard qu'à 10 euros. Tout à fait, mais il y a quand même de l'argent. Voilà, mais donc il y a souvent toujours 10 euros quelque part dans une famille. Donc l'argent n'est pas un facteur aggravant. Le montant de patrimoine n'est pas un facteur aggravant. Mais moi, j'ai eu des situations conflictuelles. Et je me suis dit, tiens, on n'était pas bien outillés, donc je le fais. C'est un peu, tu sais, le malade qui veut devenir médecin. Mais toi, j'ai pas été bien accompagné, donc je vais essayer d'accompagner les autres correctement. Ce qui est dingue, c'est que je le vois bien dans ma promotion de départ de EFM. Il y en avait, on voyait très bien ceux qui étaient purement dans un but thérapeutique, qui au bout de 3 mois laissent tomber, parce qu'en fait, eux-mêmes sont trop fragiles,
ou sont trop torturés, et tu as ceux qui viennent... Parce que, toi, je me souviens très bien, la première question qu'on dit, c'est qu'est-ce que vous venez faire dans un conflit qui n'est pas le vôtre? Parce que c'est ça, d'être médiateur, c'est que tu viens dans un conflit qui n'est pas le tien. Donc, voilà, donc je pense qu'il faut dépasser cette dimension thérapeutique et pour vraiment être capable d'embrasser le conflit des autres pour leur donner des clés de lecture. Parlons de famille, parce que là aussi, pour te connaître bien depuis plus de 10 ans, je sais à quel point ta famille est centrale. Tu parlais tout à l'heure de Victoire, que tu as rencontrée jeune. Vous avez 5 enfants. C'est un sujet clé, majeur. Je les connais les 5, hein, donc je peux en parler. C'est des jeunes assez incroyables. Je voulais qu'on s'arrête sur une des 5 pour qui, évidemment, j'ai une affection particulière, c'est Sarah. C'est votre 4e de la fratrie, si je me trompe pas. Donc, qui est porteur d'un handicap, puisque elle est trisomie 21. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, et moi, je vous ai vu vivre totalement normalement, l'amener partout avec vous. On allait au match de foot ensemble, regarder nos enfants jouer au foot à Brooklyn, et Sarah était là, et elle faisait un bruit différent, ou elle pensait différemment, mais c'était toujours quelque chose où vous avez fonctionné de la manière la plus normale possible. Alors la question que j'ai pour toi, c'est quand vous apprenez ça, et quand vous vivez avec un enfant porteur d'un handicap, quel est ton regard, comment ton regard du monde évolue, comment votre couple et comment le reste de votre famille se construit avec ça ou à travers ça? C'est une question complexe, mais nous, on l'a appris dans des circonstances à la naissance, donc c'est assez rare, mais donc nous, on n'était pas du tout préparés. On l'a appris le 15 mai 2008 et on a vécu une situation de déni. C'est-à-dire qu'on a tout de suite compris qu'à la naissance que quelque chose ne fonctionnait pas normalement. C'était notre 4e accouchement, en tout cas le 4e de Victoire. Et ce qui est assez incroyable, c'est que pendant 2-3 heures, on a fait comme si de rien n'était et le corps médical a agi pareil. Et on appelle les parents, voilà, elle est née, Moi, je dis quand même à ma mère à l'époque, écoute, elle est quand même pas très belle, cash. Je pars de la maternité qui était dans le 15e ou dans le 14e à l'époque et sans dire au revoir, ce qui n'est pas du tout mon genre, au corps médical. Et je pars prendre ma douche et ça à la maison. Et quand je suis dans le bus pour arriver à Boulogne, Victoire m'appelle et me dit « Il faut revenir, le médecin veut nous parler ». Et là, je lui dis « Est-ce qu'elle est trisomique ?» Et elle me dit « Reviens, les médecins veulent nous parler. » Et le médecin qui nous a reçus nous a dit qu'il y avait une suspicion de trisomie 21 qui était quasi certaine. Et il a eu une expression qui était très belle, au-delà du choc et du tsunami, c'est que sur le cahier de santé, il a marqué « cariotype en cours ». Parce qu'évidemment, pour lever cette suspicion, il fallait faire une analyse du cariotype, c'est-à-dire des chromosomes. Et donc, on a reçu la réponse, et on le savait déjà, hein, donc elle était trisomie 21. Et donc, ça a été à la fois un tsunami, un trauma de l'annonce, mais très vite, on a demandé beaucoup d'aide. Et donc, notre entourage familial et amical a été présent. Et donc, on a tout de suite partagé ça sans aucun amour-propre. Et 2, on a fait très attention aussi à ce que ça ne devienne pas le centre de gravité de la famille. Parce qu'il y a très vite des déséquilibres au détriment des autres enfants, même si, de fait, il y en a toujours un peu, mais on a fait très attention à ça. Et moi, j'aime bien cette expression de dire que c'est un très grand bonheur que je ne souhaite à personne, tout en sachant que ça reste une douleur à vie d'avoir un enfant handicapé, en tout cas pour moi, même si j'adore ma fille. Et l'autre chose, c'est que ce que je vis, mais vraiment je le vis depuis 17 ans, matin et soir, c'est que je dis que Sarah est une boussole du discernement bicotidien, matin et soir, sur ce qui est important, pas très important ou pas du tout important dans la vie. Et je veux dire, je peux dire ce matin, c'est-à-dire que je ne m'habitue pas à son visage, et pourtant j'adore ma fille, qui est honnêtement hors norme et incroyable.
et qu'à chaque fois que je la vois le matin et le soir, quand je la réveille et je la couche, ça me fait dire, à la fois, je vois la beauté de la vie et sa fragilité. Et je me dis toujours, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, tes talents, ton temps, tu l'as attribué à des trucs qui ont du sens ou pas de sens? Et merci de ce partage. Cette phrase, j'adore. C'est la phrase que tu viens de dire, ce handicap est un bonheur que tu ne souhaites à personne. Un peu, ouais. Et elle est exceptionnelle. Parce que moi, encore une fois, je vous ai vu. Évidemment, tu as raison de le dire, tu t'en occuperas toujours un peu plus parce qu'elle est un peu plus présente. Mais je t'ai vu fonctionner d'une manière très égalitaire avec vos 4 ans. Tu dis tout à l'heure que c'était su à la naissance. Ça aurait été différent si tu l'avais su à 3 mois. Écoute, vous avez posé la question avec Victoire? Je préfère ne pas avoir eu la question à me poser. On va continuer à avoir des pauses amicales. Et là, ça va être une pause familiale. On écoute. Bonjour papa, c'est Sarah. Je peux poser une question? Pourquoi tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone? Imagine, je peux que tu m'enlèves ton écran. Je t'embrasse papa. Écoute, ça, je ne m'attendais pas à ça. Oui, tu vois, c'est une maladie que j'ai, comme beaucoup de gens, mais ce n'est pas une raison. C'est que j'ai conscience d'être drogué à mon téléphone et de l'impact que ça peut avoir pour ton entourage direct. Et je me souviens d'une vidéo qu'on avait fait chez Michel Augustin de Martin, qui était un coursier en CDI chez nous, qui était déficient mental, et qui a fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour se foutre de la gueule de moi et de mon téléphone. Voilà, donc c'est une très belle question, mais Sarah demande plus de temps d'écran. On a compris sa question. Mais ce qui est canon, c'est que tu vois, elle demande un temps d'écran pour être au courant des histoires de famille, pour suivre ce qui se passe. Toi, elle est très au fait de ce qui se passe dans notre écosystème familial et amical, mais elle pose vraiment une très bonne question. Et c'est une belle question de la part de Sarah. Et merci à Sarah d'avoir pris le temps et de l'avoir posée. Oui, puis je ne sais pas si tu la comprends bien, mais je trouve qu'elle a elle a un appareil en ce moment, mais elle a une diction, je trouve, qui est quand même pas mal. Moi, j'ai compris parfaitement. Voilà. C'est trop mignon. Merci encore, Sarah. Ta question est trop mignonne. On parle de ces moments-là qui sont des moments évidemment marquants dans votre famille. Ce qui est important, et je voulais, sans parler uniquement de toi, mais ouvrir un peu le débat, parce que ce débat est important de porter, justement ces gens qui sont différents. Différents, et tu le sais bien à quel point Sarah vous a apporté à la famille tellement de choses, et ça va des entreprises comme Café Joyeux qu'on connaît et qu'on apprécie beaucoup, qui démontrent qu'on peut faire différemment ce travail de service, de produits. Et là, je conseille à tous de vous arrêter dans des cafés joyeux pas loin de chez vous. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, bien évidemment, peut-être que vous serez servi peut-être quelques secondes de moins, peut-être que vous allez devoir dire 2 fois la phrase plutôt qu'une fois. Mais cette différence-là, le regard que vous allez avoir, la discussion qui va être engendrée est quand même assez exceptionnelle. On continue là-dessus, c'est le papotin. Alors évidemment, je suis un petit peu biaisé parce que cette émission que je conseille à tout le monde de regarder une fois par mois, la rencontre du papotin sur France Télévisions, est coproduite par Florence, ma femme d'amour. Mais encore une fois, c'est la capacité que une grande chaîne télévisée française, là on parle de France Télévisions, et décidé, après que des gens brillantissimes qui sont les producteurs, qui ont poussé ce projet-là, et puis en partant du départ du papotin, quelque chose qui existait depuis des années, et qui met en avant une différence, qui montre cette différence, elle apporte tellement de choses. Là, on parle de jeunes adultes et d'adultes journalistes qui vont interviewer des gens qui ont réussi, mais ils vont les interviewer de manière différente, parce qu'ils ont un angle qui va être différent. Et ça, aujourd'hui, on arrive de plus en plus à comprendre, et c'est une bonne chose, pas assez, tu vas me dire évidemment, parce que je sais que toi tu t'es beaucoup battu sur ces sujets-là pendant des années, mais reconnaissons qu'il y a aussi des évolutions positives que notre société. Il faut continuer, que ces patrons de chaînes, que ces patrons de médias, que ces gens, parce que Café Joyeux, comme tu le sais, ils ont d'abord eu la chance d'avoir quelques grands groupes qui ont dit j'ai un pied d'immeuble, ou venez dans ma cafétéria, parce que j'ai envie ici de faire ça. Donc surtout, tu parlais tout à l'heure de cette unicité, la capacité, quand vous avez ce pouvoir-là, utilisez-le, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en avoir besoin. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, mais toi, moi je trouve que
la société, globalement, a fait des progrès énormes. Toi, moi, en 17 ans, j'ai jamais eu le moindre regard, la moindre agressivité. Alors évidemment, on est à Paris, dans des milieux très privilégiés. Je reconnais la chance, j'ai conscience de la chance qu'on a, mais quand je vois par exemple la mairie de la ville dans laquelle je vis, Boulogne-Billancourt, à quel point tu as l'impression que quand tu arrives avec Sarah, qu'on te déroule le tapis rouge ou que tu montes les marches de Cannes quand tu arrives à la mairie. Donc je trouve que moi, je suis quand même très ému par cette société qui s'est mise en mouvement, cette capacité d'accueil. Toi, l'école dans laquelle elle était à Fénon-Sainte-Marie, Sarah qui était en classe Ulysse, il y a encore un an là-bas, un an, quand je voyais les 2 points annuels qu'on avait, on avait jusqu'à 12 professionnels autour de la table pendant 1 heure, 2 fois par an. Un élève normal, c'est 10 minutes, 2 fois par an, un conseil de classe. Donc je trouve que moi, je suis très touché par cette attention très particulière que l'on a beaucoup pour ces enfants. Évidemment, probablement pas assez. Après, il y en a qui sont, tu vois, j'ai été très impliqué dans le scoutisme. Et le scoutisme, en tout cas là où j'étais, ils sont encore à la rue parce qu'ils sont en retard. Et c'est pas grave parce qu'ils avancent. Mais globalement, je trouve qu'on vit quand même dans un monde incroyable en termes d'inclusion et d'attention à l'autre. On va continuer plutôt dans ta vie personnelle. Et là, on parle sur cette partie spiritualité. Je sais que pour toi, c'est un sujet clé, majeur, important, essentiel. On va continuer les pauses amicales et on va écouter quelqu'un qui est là aussi très important pour toi. Salut Augustin, c'est Barthélémy. Je suis honoré d'avoir été choisi pour m'adresser à toi dans ce podcast. J'ai beaucoup appris de ta curiosité ces dernières années. Beaucoup appris aussi de ton goût pour les relations authentiques. Tu as su créer un pont entre l'entrepreneur que tu es et le prêtre que je suis. Et c'est vrai, je suis très reconnaissant de te compter parmi mes proches amis. Alors voici ma question. Quand on s'est rencontrés, tu étais assez réservé et tu regardais avec une certaine distance la religion. Quels ont été les moments fondateurs pour ta foi et ta quête spirituelle ? Merci. On parle du père Barthélémy. Oui, alors que tu l'appelles Bart, toi. Moi, j'appelle Bart, et je crois que c'est aussi ce qu'il a apprécié dans notre amitié avec Victoire et nos copains. C'est justement que son statut de prêtre était un non-sujet. C'est que je parle comme avec toi, comme il n'y a pas de sacralisation de la fonction ou de la mission. C'est une grande simplicité et aussi une grande liberté de parole avec lui sur lequel on parle de tout. Et je pense que c'est souvent ce dont ont besoin les prêtres qui sont souvent un peu trop malheureusement sacralisés. Voilà, moi, évidemment, mon histoire de foi, c'est l'éducation de mes parents, c'est les écoles dans lesquelles je suis allé. Tu faisais référence aux jésuites qui m'ont profondément marqué. Et je dirais... Mais tu t'es un peu éloigné de ça à un moment. Je me suis un peu éloigné, mais j'ai fait beaucoup de séjours en abbaye, à Saint-Benoît-sur-Loire, à Tamier, près d'Albertville. Et après, c'est un gourou aussi que j'ai retrouvé au début de mon mariage qui s'appelle Malel, qui nous a beaucoup éclairé. Je suis allé en agapéthérapie à Kakuna, sur les rives du Saint-Laurent, à 7 heures de quart de Montréal. L'agapéthérapie étant une guérison pour l'amour de Dieu. Donc, je suis en quête de spiritualité. Barthes, une phrase que j'aime bien, c'est dire « chercher, c'est déjà croire ». Donc oui, moi je suis un catholique pratiquant parce que j'y trouve mon compte en termes de repos, de spiritualité. Voilà, je pense que je suis très ouvert aussi sur le monde. J'ai beaucoup aimé notre avant-dernier, notre dernier pape, François, qui nous disait qu'un chrétien qui n'est pas révolutionnaire n'est pas un chrétien. Donc de sortir du carcan un peu lourd de l'Église catholique pour aller au-delà, d'évangéliser. Mais moi, c'est avant tout la notion tu vois, donc, les 2 phrases qu'on a laissées à notre groupe scout quand on est parti en héritage de notre mission de chef de groupe pendant 3 ans avec Victoire, c'était comment vas-tu vraiment, c'est-à-dire cette capacité à essayer d'être attentif à l'autre, et vraiment, pas sur de la politesse. Et donc c'est l'hospitalité, c'est l'attention à l'autre, l'accompagnement de l'autre, et c'est ça qui me porte avant tout à travers la foi. Et quand Barthélémy te pose cette question, s'il y a un moment fondateur, si tu dois en trouver un, tu le définirais, tu arriverais à le trouver ce moment-là ? Oui, je dirais que c'est justement ma première communion, un jeudi saint, dans cette école qui a fait scandale depuis de Saint-Dominique, où moi je n'ai rien vu des scandales quand j'y étais à l'époque, parce que j'étais très jeune et que je n'ai pas vu.
Et je me souviens très bien de cette communion très forte que j'ai eue avec l'Esprit Saint, et je m'y vois très très bien. Et je prends son exemple, quand tu prends l'Eucharistie pour la première fois, j'ai vraiment ressenti intimement cette espèce de, comme un sachet de thé, cette diffusion lente qui m'a vraiment pris pleinement dans tout le corps. Je me souviens de chaque seconde, de chaque instant, jusqu'à la nuit, et de ma marraine qui m'avait accompagné dans ma chambre. Et c'était un jeudi saint, hein, je me souviens très très bien. Donc c'est peut-être le moment fondateur de ce sacrement. La vie après la vie, tu y crois fortement? Je veux y croire. Tu veux y croire? Moi, je veux y croire que si je pars demain ou après-demain ou après-après-demain, je retrouverai ceux qui sont déjà partis et je retrouverai un peu plus tard ceux qui restent. Ouais. Ah, j'y crois, quoi. Je veux y croire, parce que sinon, c'est ultra flippant. Tu vois. Non, mais attends, et de me dire que s'il m'arrive un truc en partant là, je retrouverai ceux que j'ai connus, mon père, mon grand-père. Et ton papa, ton papa est venu te voir dans tes songes, t'as été reconnecté avec lui? Non, j'ai pas été reconnecté, mais j'y pense beaucoup. Tu vois, pour moi, il est vivant. Il est là. Il est là, mais ouais, il est là, parce que son héritage est vivant. Moi, dans les petits mots que j'envoie quand des personnes perdent des proches, c'est vraiment, je dirais qu'un décès, c'est un pas vers l'éternité, et que d'une certaine manière, on va tous s'y retrouver. Donc, on est triste, mais voilà, c'est une question de temporalité. À la fin, on va tous se retrouver. Les gens qui s'aiment. C'est cette merveilleuse chanson de l'hymne de l'amour. Hein. Dieu réunit les gens qui s'aiment. C'est ça qu'on peut espérer pour tout le monde. On continue. Et là, on continue sur... là, je t'ai quitté médiateur et vers ce travail de médiateur, après d'être enseignant. Et là, il y a quelques temps de ça, on a une discussion, on reparle. Et là, je suis reparti. Et ça, c'est toi qui me dis ça. Et là, tu me dis, embrace, on va faire ça, on va développer ça. Et là, je te retrouve ça que... Mais d'ailleurs, chaque fois que je t'ai vu, depuis que tu as quitté formellement Michel Augustin, à chaque fois que tu faisais quelque chose, tu étais habité par ce quelque chose, à chaque fois. Et là, je te revois encore habité. Donc, si tu peux nous faire le pitch à tous les gens qui nous écoutent, c'est quoi Embrace? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Raconte-nous. Non, mais donc Embrace ou Embrace, comme on veut. On va dire Embrace. Embrace, mais attention. Parce avec un C. Voilà, c'est ça. Avec un C. C'est l'intuition, là aussi, de dire que moi, j'ai une conviction depuis 10 ans, c'est que je suis profondément européen, et que c'est un territoire marketing totalement absent, et que le narratif européen, aujourd'hui, s'exprime à travers un projet politique qui est mal perçu, qui est mal partagé, qui est mal scénarisé. Et je suis contre le repli nationaliste. Et donc, je pense que l'Europe, c'est un territoire exceptionnel. Je parle de l'Europe au sens géographique, culturel, de 47 pays. C'est un territoire exceptionnel de culture, de paysage, de langue, de diversité, que l'Europe a un rôle essentiel dans le monde dans lequel on vit, et qu'aujourd'hui, globalement, les gens n'aiment pas trop l'Europe et n'en voient pas la puissance et l'intérêt. J'aime bien l'image, je veux dire, imagine un monde sans Europe, tu retires vraiment le continent européen, c'est un monde qui irait beaucoup, beaucoup plus mal qu'aujourd'hui. Et j'avais envie, moi, de dire, on a envie de donner envie d'Europe, développer le sentiment d'appartenance, de fierté d'être européen, de créer des dialogues dans ces 750 millions de citoyens consommateurs. Et donc, je me dis, j'ai envie de créer une marque un peu l'auberge espagnole. Et donc, je suis allé chercher pendant les 2 dernières années un cofondateur de cette marque par pays. Donc, on est aujourd'hui 47 cofondateurs d'Embrace. C'est des cofondateurs symboliques, mais juridiquement réels. Donc, c'est ça notre mythe fondateur. Et ensemble, on a décidé d'aller... C'est quoi le produit? Et le produit, c'est évidemment... on est allé chercher les meilleurs fruits d'Europe et on va développer toute une gamme de boissons qui, on espère, sera les meilleures du monde. Donc, on attaque les très gros marchés des soft drinks. Ouais. Donc, que ce soit des iced tea, des energy drinks, des colas, des limonades, des citronnades. Donc, on va progressivement proposer toute une flopée de recettes, toutes meilleures les unes que les autres.
Donc, c'est principalement pour démarrer en canette, mais à travers une ambition, un narratif européen, parce qu'on est 47. Et moi, je peux dire, sur mon groupe WhatsApp, on est les 47 cofondateurs. Il y a des vibes incroyables et qu'en gros, c'est à travers des produits de grande conso qui sont des canettes et des très bonnes boissons, on va donner envie d'Europe. C'est aussi simple ça. Si je te pose la question, citez-moi une marque européenne aujourd'hui. Tu en as une qui sort dans 12% des cas, qui est une marque qui s'appelle Airbus, qui incarne d'une certaine manière l'histoire européenne. Ikea aussi, je pense. Et qui a réussi. Ikea aussi. Non, Ikea, c'est une marque suédoise. Oui, mais qui est vue comme beaucoup de gens, comme d'accord. Tu parles de marque qui est multi-pays. Je parle d'une marque qui incarne l'Europe. D'accord. Ikea incarne la Suède. Ouais, moi, je pense que ça incarne un peu l'Europe. C'est une vision de l'Europe. C'est la Suède. Si je te dis Volvo, tu vas dire Suède. Si je te dis Renault, tu vas dire la France. Si je te dis Evian, j'entends. Donc, en fait, nous, l'idée, c'était de nativement créer une marque par cette cofondation symbolique de 47 personnes des 47 pays qui va raconter... C'est plus que des éléments de langage, parce que je t'entends dire... mais moi, j'adore, parce que les 2 dernières années, on est allé chercher chaque cofondateur les uns après les autres. Et moi aussi, je peux trouver 45. C'est pas pour autant que la marque, elle devient tout d'un coup européenne. C'est beau sur les éléments de langage. Je vois très bien la télé le dire. Mais tout est construit avec eux, tout est partagé, ils nous donnent leur avis sur tout. Et je peux dire, Quentin, moi, je pense qu'on est les seuls au monde à avoir un groupe WhatsApp avec 47 Européens actifs de 47 nationalités différentes. Comment tu pouvais être cette personne-là? Il fallait que tu coches quoi comme critère? C'est toi qui décidais seul? C'est nous qui avons décidé. Nous, c'est la bande de cofondateurs français, c'est-à-dire Cinta, Valentin, Léna et moi, et des copains. Et on s'est dit, si on veut porter une marque européenne, on va aller chercher 46 cofondateurs. Et voilà, on va plutôt chercher des gens qui ont la pêche, qui sont passionnés d'Europe, qui sont plutôt jeunes, qui finissent leurs études, qui commencent à bosser et qui ont envie de... Et qui finance le projet? Ça, au départ, c'était moi. Maintenant, c'est des copains. On a commencé à faire entrer quelques... Et ils savent que ça va coûter un peu d'argent ou pas? Ouais, tout le monde sait que ça va coûter très cher. Mais là aussi, c'est agiter votre imagination par votre porte-monnaie. Donc, globalement, c'est une marque de soft drinks européenne, qui propose des eaux pétillantes, zestes de fruits, qui propose des sodas sage en sucre, qui va proposer des ice-tea, des citronnades. Et on va les trouver où en premier? Et là, on les trouve déjà en France dans 1000 points de vente. On est vraiment dans une étude de marché grandeur réelle parce qu'on sait que c'est tellement dur de réussir qu'il faut y aller étape par étape, écouter le feedback du marché, s'améliorer. On a lancé il y a 3 mois, on est déjà à la 3e formulation des recettes, parce que moi, je suis un obsédé à la fois de la qualité produit. On revient obsédé. Obsédé de la qualité produit et obsédé par le narratif. Tu nous le disais tout à l'heure de Michel Augustin. On parlait tout à l'heure d'Emmanuel Faber. Emmanuel Faber, à ce micro, me disait il y a quelque temps de ça une chose incroyable qui résonne chez beaucoup d'entre nous. Oui pour les compromis, non pour les compromissions. Toi, quand tu fais ce projet-là à l'Europe sur un sujet soft drinks, où évidemment on va regarder tout ce que tu vas mettre dans la composition de ton soft drinks, comment tu vas le vendre, à qui tu vas le vendre, le prix de ce produit-là. Et je sais, pour te connaître assez bien, que cette mission, la mission que tu définis dans une entreprise est essentielle, c'est tout en haut. On est une entreprise à mission. Est-ce que tu as commencé déjà à avoir des moments où tu dis, voilà, il faut que je fasse un compromis là? Est-ce que tu commences à avoir ce jeu-là, ou est-ce que tu penses que tu vas réussir? Non, pas trop. On avait sans doute chez Michel Augustin une obsession du goût, de la qualité qui rendait les produits globalement chers et peut-être trop chers. Donc on a eu l'impression de faire un marathon avec quand même un frein à main. Et là, on a voulu stratégiquement s'adresser à un marché plus masse et donc avec un prix qui est beaucoup plus abordable pour rentrer vraiment dans le quotidien des gens, parce qu'on veut que en fait, tu vas jamais te promener avec une canette Franprix au Carrefour à la main. Donc, le rôle des marques dans les décisions d'actes d'achat sur les softs est absolument prépondérant. Donc, je veux dire, on n'a fait aucun compromis pour l'instant par rapport à notre feuille de route qui est de dire on veut faire un produit extrêmement mass market, 100% naturel, avec le meilleur goût possible, mais en prenant en compte des contraintes budgétaires. Donc on est zéro plastique, on a 100% naturel, tout le sourcing des fruits et des bases aromatiques viennent de l'Europe. Donc on est obsédé
par ça. Et tu vois, on est au tout début, on a dû vendre aujourd'hui 400 000 canettes, mais on ne fait pas trop de bruit. Non, mais on ne fait pas trop de bruit parce que c'est tellement dur, tu le sais, Alexandre, de réussir. Il faut du temps, il faut apprendre, il faut aller étape par étape. Mais je trouve que les fondamentaux qu'on a mis en place, à la fois sur l'éditorial et l'histoire qu'on va raconter autour de l'Europe et de la qualité produite tout en étant accessible, je trouve que globalement, c'est loin d'être parfait, mais c'est quand même pas mal pour un démarrage. On va quasiment terminer ce moment-là avec une autre pause. Cette fois, c'est une autre pause familiale, la femme de ta vie. Coucou mon chéri, je pense que tu l'as déjà dit, nous avons 5 enfants avec des personnalités et des qualités différentes, avec des sensibilités différentes qui peuvent quelquefois rendre les discussions houleuses, et c'est riche. Ce melting pot de singularité rend la vie pétillante et intense. Eh bien, mon rêve, et je pense que tu le partages aussi, serait que nos enfants continuent à être complices et vivent en fraternité aimante, c'est-à-dire en ayant conscience des particularités et des failles de chacun et en les acceptant, et surtout en apprenant à se parler gentiment. Voilà, mon rêve serait qu'ils partent en vacances sans nous. Et pourquoi pas toute leur vie. Voilà. Ma question est, comment pouvons-nous, tous les deux, être des acteurs positifs dans cette construction de fratrie? J'adore. Merci Victoire. Ouais, c'est une grande question. Une magnifique question que beaucoup de parents se posent. Écoute, moi j'ai posé cette question à mon grand-père sur son lit où il partait quelques heures après. Et il m'a dit que c'était sans doute son plus grand échec d'avoir des enfants qui malheureusement ne s'entendent pas. Et tu vois, je suis extrêmement sensible à ça. Et je pense que c'est d'avoir des parents qui déjà se mettent assez rapidement en second plan par rapport à la vie et la vie familiale de chacun de ses enfants. Et de jamais, et c'est très dur, de jamais juger. Jamais juger les comportements, les actions, les conjoints. Et ça, je pense que dans les leçons, c'est-à-dire, c'est d'accepter les gens tels qu'ils sont et de ne pas juger. Et ça, je pense que si tu fais ça, tu arrives globalement à avoir des fratries qui s'entendent bien au-delà des parents. Merci, et c'est essentiel. Je pense que tous les parents qui sont là, et on sait très bien que c'est un des objectifs majeurs quand on a plus d'un enfant, c'est que ces enfants-là entre eux s'entendent bien. Et là, je parlais même pas, tu as vu la question de Victor, c'était même pas quand vous allez rajouter, ce qui n'est pas encore le cas, des +1. Non, mais c'est très important. Alors là, ça va devenir encore plus complexe et compliqué. Donc, je sais que c'est un sujet qui vous touche et qui est essentiel pour vous. On va terminer par une pause flash. C'est quoi une pause flash? C'est que je vais te donner un mot et tu vas devoir me répondre par un autre mot ou par quelque chose qui te passe en tête quand je te pose ce mot-là. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr. Danone. Danone, Emmanuel Faber. Donald Trump. Pathétique. Ferrero. Mystérieux. Michel de Rovira. Admiration et respect. Europe. Embrasse. Famille. Amour. Succès. Partager. Argent. Un moyen. Avenir. Talent. Talent. Augustin, dernière question, 2 pour toi. La première, c'est quand tu veux faire cette pause qu'on a faite ensemble aujourd'hui. Je te remercie d'avoir pris le temps. T'aimes la faire où, toi, ta pause? C'est dans les Cévennes? C'est dans le Pays de Caux? C'est à Boulogne-Billancourt? C'est plutôt en pleine nature, avec très peu de monde. Donc, c'est Pays de Caux, Beaufortin ou Cévennes. Et s'il y a quelqu'un d'autre après que tu aies vécu ce moment-là avec moi, si c'était un moment que tu conseillerais à d'autres personnes, qui tu me dirais, Alexandre, il faut que tu l'invites à cette place-là? Qui tu me conseillerais d'inviter? Ou qui t'aimerais entendre? Quelqu'un que tu as interviewé ou que tu as sollicité pour une question? Barthélémy. Barthélémy. Augustin, merci. Et tu ne regretteras pas. Merci Augustin de ton temps. Merci Alexandre.
Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.